Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Allez, c'est parti, soyez les bienvenus. Très heureux de vous retrouver dans La Voix des Lillois, épisode numéro 30 ce soir. Comme chaque premier lundi du mois, on est de retour pour parler du LOSC, un LOSC qui va mieux. En ce début de mois de novembre, on va en parler. On est là avec vous, avec beaucoup de sujets à évoquer, tous ensemble. L'équipe est toujours à mes côtés ce soir, en effectif réduit. Le monsieur statistique de l'émission est là. Salut Félix. Salut Rémi, bonjour à tous. Il est lui tombé amoureux de Paolo Fonseca, c'est Clément. Salut Clément. Exactement, salut Rémi, salut Félix. Salut. Sans oublier Pierre à la technique que l'on salue et que l'on remercie d'être avec nous comme chaque émission. Ce soir, comme chaque premier lundi du mois, on vous donne la parole pour débattre ensemble des thèmes qui font l'actualité. Ça se passe par message en direct sur Twitch et vous pouvez, et on vous encourage à le faire, venir en direct avec nous si vous voulez donner votre avis en vous connectant sur Discord. Pierre, jeu et encore jeu parce que c'est ce qui nous anime encore quand on voit ce LOSC version 2022-2023. C'est le spectacle cette saison. On va revenir sur cette nouvelle identité de jeu en repassant en revue certains matchs. Une victoire marquante dans le derby 1-0, puis un match avec un autre contexte, un autre scénario contre Monaco, 4-3. Analyse de ce jeu spectaculaire dans quelques instants. En deuxième partie, on s'intéressera à ce qui manque encore à ce LOSC de Paolo Fonseca, l'efficacité, un vrai problème encore hier pendant le match contre Rennes et aussi lors du match à Lyon la semaine dernière. Est-ce simplement une question du mauvais geste devant le but ou alors est-ce plus profond que cela? Réponse en milieu d'émission. Et puis enfin, on se projettera sur ce qui nous attend dans quelques jours, la Coupe du Monde 2022 qui démarre le 20 novembre. Quelques Lillois sont concernés par cette échéance. Focus sur eux, leurs chances de jeu et puis aussi sur les autres qui ne seront pas sélectionnés, qui resteront en club. Comment vont-ils rester en forme? On en discutera en fin d'émission. Voilà pour le programme du soir. Les gars, une fois n'est pas coutume, un mot d'abord sur le match d'hier contre Rennes, un but partout. Les gars, votre ressenti sur ce match, comment vous étiez devant votre télé ou comment vous étiez au stade? Bah, encore une fois frustré, hein. Je pense que j'avais commencé l'émission un peu comme ça le mois dernier. C'est l'exemple type d'un match ultra frustrant, hein. Comme tu l'as dit, Monsieur Stat est sorti 18 tirs, 2 pour Rennes. Enfin bref, il y a tout pour gagner et pour amener les 3 points normalement hier, avec un jeu ultra séduisant. On s'embête vraiment pas devant un match du LOSC, on se régale vraiment. Il y a vraiment tout pour se plaire quoi, devant un match de Lille. Et finalement, comme contre Lyon, hier, on n'arrive pas à aller chercher les 3 points. On en prend quand même un qu'il faut prendre également. Mais bon, c'est vraiment dur d'être supporter du LOSC sur les deux dernières journées. Toi aussi, Clément, très frustré au stade, l'impression que ça allait pas rentrer? Dépité parce que déjà on a l'habitude avec Mandanda, depuis que je vais voir Lille au stade, Mandanda il sort toujours le match de l'année contre Lille. Donc quand j'ai vu Mandanda dans les buts, je me suis dit qu'on n'allait pas marquer beaucoup. Et quand on est sorti du stade, avec mon groupe d'amis avec qui je suis abonné, on avait le sentiment d'avoir perdu. C'était encore pire que Lyon parce que vraiment on a dominé tout le match, on a super bien joué et au final, un sentiment de défaite à la fin, en partant du stade. Ouais, Ouais. ouais, non, mais c'est exactement ça. On a tous l'impression d'avoir perdu en termes de résultats et on a l'impression d'avoir gagné en termes de jeu. Enfin, c'est très très frustrant. Moi, Mmh. après Lyon, le lendemain matin, quand je débrief avec les personnes, avec mon entourage, j'ai dû vraiment faire une réflexion mentale pour me dire, punaise, c'est vrai, on a perdu le match. Dans ma tête, on est presque gagné, vraiment. C'est en regardant le classement et tout ça, je me dis, c'est vrai, mais on l'a perdu ce match, on a réussi à le perdre. Et c'est ça qui est dingue, sur une demi-occasion, j'ai envie de dire. Euh, mais, et hier, c'est à peu près la même chose, hein. Je pense que ça vous fait à peu près cette même réaction, non? Ouais, ouais, carrément, carrément. C'est Mais quand même dingue. commençons par voir
le verre à moitié plein, hein, si vous le voulez bien, hein, les gars. Parce que à part ça, il faut quand même le dire, hein, le LOSC revient plutôt bien en ce mois d'octobre, après un mois de septembre assez compliqué. Une manière de jouer qui prend forme avec beaucoup plus de régularité, hein. Je sais pas si vous l'avez senti. Du début à la fin du match, un jeu spectaculaire, avec plus de courses, des dribbles réussis, et puis surtout, moins de baisse de régime, pendant le match. Comment vous sentez cette différence, vous, par rapport au mois de septembre et même au mois précédent avec d'autres entraîneurs? Comment pour vous, elle se traduit cette façon de jouer qui est différente? On a l'impression que c'est du sang à l'heure tout le temps. Comment vous le percevez, vous? Bah, c'est ça, c'est du sang à l'heure tout le temps, hein, c'est un gros travail. On voit qu'il y a en fait, ce qui est dingue et ce qui me fait énormément plaisir, en regardant le LOSC, c'est qu'on voit le travail à l'entraînement. Hier encore le but, on voit que c'est une combinaison qui est travaillée. Il y a pas mal de combinaisons entre Ounas, Cabella, Bamba, enfin bref, avec tout cela, même avec David bien sûr. On voit les combinaisons, le jeu en triangle, c'est très, très, très plaisant. On voit qu'il y a beaucoup d'intelligence également, dans ce groupe et dans le travail, demandé par Fonseca et il y a un truc qui me plaît également dans Fonseca, c'est son calme. Je le trouve toujours, d'un calme, mais également d'une énergie, il arrive à transporter ses joueurs, mais il reste toujours calme. Je ne vois jamais d'excès de sa part. Enfin, je le trouve tellement sobre et bien. Enfin, on voit que c'est un chic type, quoi, qui porte le LOSC, et le jeu du LOSC. Et franchement, on le disait, le LOSC séduisant, c'est totalement ça. On voit même tous les journalistes qui n'arrêtent pas d'encenser le LOSC. Je pense à notamment Daniel Riolo qui n'arrête pas journée après journée d'encenser le jeu lillois. Il dit même que c'est presque le meilleur jeu lillois. Donc, tu disais le verre à moitié plein, moi je le vois aux trois quarts plein, quoi. Il manque plus que les résultats, on va dire. Mmh. Toi, Clément, qu'est-ce qui t'impressionne dans ce jeu par rapport à ce qu'on voyait il y a encore quelques semaines, quelques mois? Bah, tu disais qu'on était tout le temps à 100%. J'ai des explications à ça, c'est que nos joueurs, ils sont adaptés à notre philosophie de jeu. C'est-à-dire Ouais. qu'on a tout le temps la balle. Enfin, on essaye d'avoir tout le temps la balle. C'est très dur et très fatigant de défendre face à des joueurs qui conservent aussi bien le ballon. Et on n'a pas des joueurs très athlétiques, donc on mise sur notre schéma tout le temps. On renie jamais nos principes et on essaye tout le temps de démarrer court. Et, et notamment les deux lances de lancement, c'est les deux Gomez. D'ailleurs, Rampe de lancement, c'est mieux, mais c'est pas grave, pardon. t'inquiète. Et d'ailleurs, on a eu un petit peu plus de mal, notamment en début de deuxième hier, quand André Gomez est sorti sur blessure. Et on a eu une petite baisse de régime à Lyon, à un moment parce qu'on était assez fatigué et on avait du mal à mettre le pied sur le ballon. Et en fait, la technique, ça nous permet de limiter nos efforts et de faire courir l'adversaire. Et à force, ben, il y a des décalages qui se créent et des occasions qui arrivent. Mais tu fais bien de signaler André Gomez, hein. En règle, on a déjà parlé un peu dans la dernière émission, mais André Gomez, quelle pioche, hein. Quelle pioche. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je ne savais pas quoi m'attendre, un peu comme les Kabila et les Ounas. Mais André Gomez, je ne savais pas à quoi m'attendre et quelle surprise. Hier, sur les 40 premières minutes, mais c'est une masterclass. On va au stade Enfin, pour voir ce genre de joueur. ah ouais, mais quel plaisir à le voir jouer. Et presque, André paraissait enfin, bien en dessous, alors que André, bon, moi, j'ai envie de dire, enfin, c'est pas la mascotte, mais bon, ça fait des années qu'il est là maintenant, ça fait 3 ans qu'il est là. Il a toujours été un très bon niveau quand même, malgré quelques matchs en dessous des fois, mais Mmh. toujours à un très bon niveau. Et hier, il me paraissait tellement au-dessus, André Gomez. Enfin, j'ai été subjugué par son niveau hier, avant qu'il sorte blessé. Et comme tu dis, on a vu une petite baisse, même une baisse vraiment après sa sortie. Ouais. Tu parlais bah, justement d'André Gomes, Félix. Quel autre joueur vous trouvez changer? Parce que on a quand même pas mal changé d'effectif cet été, mais il y a des joueurs qui sont restés. Quel joueur vous trouvez changer, même par rapport au début de saison, qui pour vous a vraiment explosé parce que la méthode Fonseca est faite pour lui? Moi, je pense à Angel Gomes.
Est-ce que C'est dingue, hein. vous avez d'autres joueurs en tête, vous? Ben, Angel Gomez, comme tu dis, c'est très très bon, hein. L'année dernière, il devait se contenter de quelques bouts de match et quelques titularisations, mais Il était mauvais, il était souvent, ouais, mauvais. voilà, souvent décevant, quoi, souvent très décevant. Donc voilà, et là, c'est un tout autre Angel Gomez. Et là, si je dois répondre, bon, il n'était pas là l'année dernière, mais Cabella, je le trouve vraiment excellent. Il a pas été ménagé par les blessures, enfin les petits soucis physiques depuis qu'il est arrivé. Et à chaque fois qu'il a joué, je l'ai jamais trouvé. Je l'ai jamais trouvé mauvais, quoi. Et même en dessous des autres, il a souvent porté l'effectif. Et ça me plaît vraiment parce que, comme je le disais, franchement, je n'attendais vraiment rien de ces joueurs. Il n'était pas du tout en perdition, mais c'était pas le niveau qu'il avait, enfin, ce qu'il avait en Russie et là à Montpellier l'année dernière. C'était pas ce qu'il avait quand il était à Marseille, peut-être au meilleur moment de sa carrière. Et là, il a une forme, enfin, c'est impressionnant. Et son association avec David fonctionne très bien. Donc, on va dire que celui qui peut-être surperforme, c'est pas le bon mot, mais celui on va dire, qui est bénéfique à la méthode Fonseca, c'est Cabella pour moi. Toi, Clément, est-ce que tu as retrouvé ton chouchou, Bamba, un peu mieux? Bah, Bamba, sur les 2 derniers matchs, c'est pas trop Ouais, ça, c'est ça. notamment hier. Hier, il était vraiment en dessous de toute l'équipe et Fautif en sur fait penalty en plus. ouais, Ouais. notamment et même dans ses 1 contre 1, bon après, il est toujours bon défensivement, mais ça change jamais. Mais en 1 contre 1, il a eu du mal à passer Traoré et bah, moi, je ressors pas en vrai un joueur que ils sont tous bons. Hier, j'ai trouvé David excellent, notamment dans ses contrôles et ses prises de balles. Et c'est surtout le milieu entre les deux Gomez plus André. Et techniquement, c'est d'un niveau. Avec André en point de base qui récupère les ballons, c'est vraiment magnifique à voir. Ça laisse Et peu la place aux remplaçants, hein, d'ailleurs, parce bah, c'est que ça. on a des très bons joueurs sur le banc qui, au final, ne peuvent pas trop s'exprimer parce qu'on a un 11 type qui s'exprime assez bien, je trouve. Et déjà, il doit déjà faire des choix parce que c'est vrai que c'est très compliqué de mettre Angel Gomez, André Gomez et Benjamin André à 3 sur le terrain quand il y a tout l'effectif par rapport au système. Donc c'est assez compliqué de mettre les trois. Donc à chaque fois, il doit aussi avoir une réflexion par rapport à ça. Donc c'est sûr que pour le banc, c'est assez compliqué parce que là, on voit vraiment un 11 ou on va dire 12-13 joueurs qui se dégagent et qui vont a priori faire un bon bout de la saison, quoi. Ça va tourner autour de 13 joueurs qui vont tout le temps faire les titularisations, quoi. Et c'est Mm. dommage parce qu'on aimerait bien voir Baleba parce que dès Ah qu'il ouais, rentre, il amène du peps et il va de l'avant Il percute, hein. et ouais, il percute et c'est ce style de joueur aussi qu'on aime ouais. et on aimerait bien le voir un peu plus, mais on aime tellement les deux Gomez que c'est Ah, c'est dur, hein. difficile à ouais. Ah, c'est dur pour lui, ouais. Il y a les deux Gomez, il y a André devant. Mais encore, il doit être satisfait d'avoir déjà du temps de jeu, enfin, un petit temps de jeu avec ces trois-là devant lui, quoi. Parce que je suis pas sûr qu'avec d'autres coachs qu'on a eu dernièrement à Lille, Baleba aurait eu du temps de jeu avec ces trois-là devant lui, hein. Ouais. Que ce soit Gourvenec, que ce soit Galtier. J'ai du mal à croire que Baleba aurait eu du temps de jeu. Donc c'est déjà bien. On a vu ce qu'il pouvait donner. On Et en il a l'air demandera encore plus. impressionnant. Il a l'air impressionnant Mm. et c'est ça qu'on aime bien parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Donc il y a cette incertitude qui nous fait plaisir. On a envie de le voir exploser. On ne sait pas Ouais. s'il va exploser, hein, mais c'est ça qui nous fait plaisir à nos supporters, ça c'est sûr. Dernière question avant de passer à la suite, les gars. Tu le disais tout à l'heure, Félix, on a beaucoup, hein, beaucoup de commentaires dithyrambiques sur Lille, notamment, tu le disais tout à l'heure, Daniel Riolo, qui est un éditorialiste d'RMC. Est-ce que pour vous, c'est le plus beau LOSC que l'on a jamais vu? Est-ce que même depuis la génération championne en 2011, niveau purement jeu, purement spectacle, c'est la plus belle équipe qu'on ait vue depuis le début? C'est pas facile parce que moi, c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé le LOSC 18-19 hein, avec la Bip Bip. Ça, il a une vitesse aussi. C'était un peu différent. On va dire que là, ce que j'aime dans ce LOSC-là, c'est que on sait que ça va jouer vraiment de la première
à la 90e minute. Vraiment, là, ça n'arrête pas. On va dire que sur la Bip Bip, c'était plus compliqué. Je sais plus, il y avait une grosse stat où ça marquait tout le temps en première ou tout le temps en deuxième. Je sais plus, c'était, on va dire, une très très grosse mi-temps, une mi-temps forte. Mais là, on n'en a pas vraiment de forte. On va dire que c'est très constant de la première à la 90e minute. Donc, je sais pas te dire quelle génération je préfère. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour moi de répondre. Après, je sais pas toi, Clément, ce que tu en penses. Bah, tu parlais, Rémi, de l'équipe du titre ou de la Bip-Bip? Bah, de tout confondu. Il parlait Ah bah, moi, jusqu'au titre De, 2011. de tout confondu, mais ouais. moi je parlais surtout niveau jeu, niveau spectacle. Est-ce que Ah ouais. Bah, on a déjà pris autant plaisir au stade en fait? niveau jeu au stadium, c'était mieux parce qu'on était plus haut sur le terrain. On arrivait à maintenir les adversaires très bas. Là, j'ai l'impression qu'on joue bien, mais on arrive à jouer bien de notre surface. Et c'est pour ça qu'on a peut-être plus de mal à terminer les actions, c'est qu'on part un peu plus loin. Alors que ben, au stadium, je me souviens, ça ressemblait presque à du handball. On tournait autour de la défense et d'un coup, Hazard, Gervinho et So, ils sortaient un exploit et on arrivait à marquer. Mais Mm. moi, je préférais forcément, après j'étais enfant, mais je préférais l'époque de Garcia, même si celle de Fonseca, j'aimerais bien qu'elle dure des années, on va dire. Ouais, pas la même génération. Je suis pas sûr que tous les supporters lillois aient forcément le même souvenir, mais c'est intéressant en tout cas cette question de la différence hein, de jeu entre les époques. Ok, pour cette partie, les gars, on fait un petit tour sur le Twitch. On a Dolpecan qui nous dit très frustrant cette inefficacité, mais rien à voir avec l'an dernier, voire certains matchs sous Galtier. Je ne pars pas forcément des époques précédentes. On n'est pas payé, mais c'est quand même très agréable de voir ce coach et cette équipe. On a aussi ThunderJu59 qui pose la question, est-ce qu'on peut parler de la faute de Diallo? Alors, je ne sais pas si tu faisais référence à la faute de Bamba sur penalty ou une autre faute de Diallo qui a pris carton jaune hier. En tout cas, oui, le penalty, on a touché deux mots. En fait, faute assez stupide hein, de Bamba qui n'a pas à mettre ses mains comme ça sur corner. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, très rapidement. Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, il me fait penser à une faute. On a eu quoi bah, c'est la faute du Lensois sur Benjamin Aïdara, André. ouais. C'est à Aïdara, peu ouais. près le même scénario. Hein. Donc, on en a eu un dans notre sens. Entre guillemets, ça s'équilibre un peu sur une saison. J'ai envie de dire, là, on le prend contre nous. C'est quasiment la même chose. Moi, j'ai revu ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, je comprends qu'il siffle. Après, c'est léger. Hein. C'est léger. Mais on va plus dire que c'est une erreur de Bamba, on va dire de lucidité. Il ne doit pas faire cette erreur-là. Il le sait très bien que ça peut coûter avec la vidéo. Donc, c'est une erreur, ça se paye cash. Donc, voilà. Hmm. Et aussi, on a Dolpecan qui ajoute, oui, sans hésiter pardon, le plus beau LOSC sur cette dernière question voilà, de spectacle hein, avec ces équipes au fur et à mesure des années. Ok, pour la partie vert plein, si je peux l'appeler comme ça, on va passer à la partie vert vide avec ce qui pêche du côté de Lille depuis quelques semaines et même depuis le début de saison. C'est l'efficacité, plutôt l'inefficacité du coup. Alors, on l'avait effleuré il y a quelques mois, il y a quelques semaines, pardon, lors de la précédente émission, mais là, on peut le dire et c'est assez criant. Lille peine est moins tranchant devant le but, moins tueur. C'est l'équipe qui a le plus touché les montants depuis le début de saison dans les 5 grands championnats. 12 fois Lille a touché les montants. On vous a posé la question sur Twitter, cette inefficacité est-elle due simplement à une malchance, à une forme de malchance? On va y revenir dans quelques instants. Avant ça, les gars, quelle est votre explication à cette inefficacité? On l'a encore vu hier, trois montants touchés. Comment expliquez-vous que Lille peine à enfoncer le clou, si je puis dire, dans ces matchs, devant le but en tout cas? Bah, moi, ce que je trouve très paradoxal, c'est que je trouve que des fois, on ne prend pas assez notre chance. Je pense notamment à une des actions de David hier où il a joué un peu trop collectif, à remettre en retrait et tout ça, alors qu'il avait plusieurs fois la chance de frapper au but. Et pourtant, quand on regarde nos statistiques en fin de match, on est tout le temps autour de 20 tirs. Et, et pourtant, moi, je ressors du match où
j'ai l'impression qu'il y a parfois où on pouvait tirer un peu plus. Donc je trouve que c'est assez paradoxal, mais là où on n'est vraiment pas tranchant, c'est dans la surface. Je pense à Gomez contre Lyon, je pense à hier à David, même s'il fait un sacré match, un peu trop de fois sur Mandanda, même s'il en sort aussi hein, des parades, bien sûr, mais il y a pas mal de fois où c'est sur lui. Gomez, donc contre Lyon, où Lopez sort un arrêt, certes, mais il est au 6 mètres, il doit faire peut-être un peu mieux. Hein. C'est dur hein, ce que je dis peut-être, mais il doit faire peut-être un peu mieux. Après, moi, je dis ça aussi, c'est en connaissant le résultat qu'il y a au bout des 90 minutes. Hein, donc voilà, c'est une analyse. Mais voilà, il y a vraiment cette frustration d'avoir les occasions et de ne pas les mettre pas les mettre au fond. C'est très, très, très frustrant. Toi, Clément, qui joue hein, en club, on le rappelle, hein, en tant que numéro 8, numéro 10, comment t'expliques cette inefficacité? Comment t'expliques le fait qu'on n'arrive pas à vraiment mettre une grosse patate au fond des filets? Moi, je pense qu'il y a, on va dire, 70% de malchance. Parce que quand tu vois le lob de David à Lyon, et ça se joue vraiment à 5 centimètres, même pas. C'est le tournant Ouais, du match. ouais. Et même hier, les poteaux, ça se joue à 5 centimètres. Les arènes Mandanda, c'est pas nous, on va dire. Et il y a 30% de on veut être trop beau. Par exemple, le lob de David, il peut aller fixer le gardien, le dribbler et finir en force. Et il tente le lob. Pareil hier dans la surface où il redribble et ensuite il tire sur Mandanda. Je pense à Gomez aussi contre Lyon qui tente un enroulé alors que peut-être un pointu Ouais, ou exactement. une frappe en force comme Haaland, on va dire. Ça serait Mm. plus efficace que des. Mais après, c'est le style de joueur aussi qu'on aime. Et ils sont beaux sur tout le terrain, on va dire, même dans la surface. Et je pense que c'est un peu lié au manque d'efficacité. Qu'est-ce Mais que vous en pensez? tu penses que vraiment, t'expliques ça au fait que les attaquants veulent être trop beaux, veulent faire le trop beau geste alors qu'il suffirait simplement de faire un pointu. Tu penses que c'est vraiment que ça? Bah, ouais, c'est en partie lié parce que quand on voit le début de l'action, tout est beau. Et j'ai l'impression qu'ils se mettent en tête qu'il faut mettre le but de l'année ou le but de la journée. Et ils sont pas assez tueurs. Après, je peux me tromper, Ouais, ça, non, ça peut mais paraître bizarre comme explication, mais moi sur le terrain, je sais que j'aime pas mettre des moches buts. Et ben, je pense que eux, ils ont encore plus cette volonté-là, on va dire. et aussi, des fois, je trouve qu'ils ont un peu l'envie de mettre, enfin, presque de rentrer dans le but avec Ouais. le ballon, quoi. Je te dis, vraiment, hier, ça m'a vraiment frustré un moment où David fait la passe en retrait, alors qu'il y avait vraiment un certain angle où il y avait vraiment un bon angle de frappe. Je me suis dit, mais pourquoi il ne tente pas sa chance? Pourquoi un peu comme Mbappé, bon, après, c'est compliqué, mais Mbappé, il tente souvent au premier poteau et tout ça. Je trouve que ça, on le tente pas assez. Et Mais David, ça et fait quelques années, hein. Déjà, oui, de toute façon, c'est pas un neuf, hein, c'est pas un ouais, neuf. il choisissait Heu, toujours de piquer ses ballons au lieu de mettre un plat du pied ou de. Ça fait plusieurs années il est efficace, mais il pourrait plus l'être. mais après, si on jouait avec un véritable neuf, avec par exemple, Momo Bayo, s'il était vraiment bon, clairement, on n'aurait peut-être pas cette qualité de jeu qu'on a actuellement. Donc, est-ce qu'on arriverait à jouer avec lui? Pas sûr. Là, on se procure énormément d'actions, mais on les met pas au fond parce qu'on n'a peut-être pas un véritable neuf. Ouais. Voilà, il faut trouver l'équilibre. Je pense qu'on est encore en rodage là-dessus, mais je doute pas Et que le match, ça va arriver, hein. le match à Nantes, il te contredit. Enfin, la deuxième mi-temps. Où il C'est-à-dire? était là, où il était là et on arrivait à se créer plein d'occasions, mais même Ouais, lui ne les concrétisait pas. mais ouais, il était pas forcément beaucoup touché. Ouais, c'est vrai. On jouait, à moitié avec lui, moi, je trouvais, hein. Ouais. Alors certes, oui, on arrivait à produire du jeu, mais il avait pas forcément beaucoup d'influence, Et même lui, il enfin ratait toutes ses remises, tous ses ouais, contrôles. ouais. Il avait un bon état d'esprit, hein, une bonne volonté, mais c'était assez faible, techniquement. Bon, j'espère que ça va se débloquer un peu comme, ça s'est débloqué avec David,
quand il est arrivé, mais bon, pour l'instant, c'est compliqué et j'ai un peu peur qu'il ait de moins en moins de temps de jeu, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais comme hier, Ouais. hier, il n'est pas rentré, si je ne me trompe pas. Non, il est pas Hier, il n'est rentré. pas rentré, on devait vraiment marquer. Je trouve que c'est un signe fort On a qu'il ne préféré rentre pas. Virginius. Ouais, je trouve que c'est un signe très très fort qu'il ne rentre pas dans un match comme ça. Et toi, Mmh. Rémi, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Je vous écoute très attentivement, les gars. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Mais c'est vrai que Bayo, je pense pas que ce sera sa saison. En tout cas, Non, déjà, il a mal commencé, mais je le vois mal percer dans cette équipe, à moins qu'il y ait une ou deux blessures, notamment David, ouais, c'est ça. pourrait potentiellement voilà, le faire revenir un peu sur le terrain. Ou alors si David a un peu plus de mal après la Coupe du Monde, mais ça, j'y crois moyen non plus. C'est sûr que pour Bayo, ça risque d'être compliqué. Pour revenir un petit peu à notre question, on avait le président Létang après le match contre Lyon qui était frustré, hein, comme nous, qui a beaucoup souligné qu'il fallait être plus tueur dans la surface. Est-ce que pour vous, c'est aussi une question mentale? Est-ce que c'est pas traumatisant, mais est-ce que ça trotte un peu dans la tête des joueurs quand on touche les montants, quand on voit que ça rentre pas? En plus de ça, sur plusieurs matchs d'affilée, est-ce que pour vous, il y a cette dimension un peu mentale qui joue aussi devant le but, notamment pour David qui a connu un début de parcours compliqué avec le LOSC, hein, qui n'arrivait pas à marquer au début. Est-ce que pour vous, pour lui comme pour d'autres, ça peut jouer, cette dimension mentale? Mental, peut-être pas. Il a tellement déjà marqué là cette saison. Je pense que ça joue un petit peu. Il y a un petit pourcentage qui joue, genre dès qu'il a le ballon dans les pieds, il doit repenser à ses loupés où il se dit je dois faire mieux. Mais ça joue dans une telle fraction de seconde que c'est compliqué. Et justement, moi, pour contredire, il y a le match de Monaco où vraiment, mentalement, on a vu qu'ils étaient présents et qu'ils avaient des ressources. Moi, j'ai adoré justement ce match-là où j'ai trouvé qu'on avait un groupe soudé qui ne lâchait pas les copains quand les copains faisaient des erreurs. Et ça, c'était génial. Et là, on va dire que c'est une mauvaise passe où on manque d'efficacité. Et enfin, nos attaquants manquent d'efficacité tous en même temps. Je pense que si on en avait un sur un nuage, il mettrait le 1-0 et ça serait tout, quoi. Il mettrait le but d'écart. Le problème, c'est que Bamba a une période compliquée, on va dire, sur les 2 derniers matchs. David fait des bons matchs, mais en manque de réussite. Enfin voilà, c'est un petit peu de malchance chez certains qui font beaucoup de malchance pour le LOSC. C'est mon ressenti, en tout cas. Toi, Clément, pour toi, pas de souci, pas souci, mais pas d'inquiétude mentale quand on arrive devant le but et que ça rentre pas plusieurs fois? Bah, moi, je pense qu'il y a un petit souci mental, soit de confiance, soit de stress, parce que je sais pas si vous vous souvenez, hier, il y a dégagement de Weah, contrôle de David. David se croit hors jeu au début de l'action. Il contrôle comme s'il était hors jeu et ensuite il part au but parce qu'il voit que l'arbitre lève pas et ensuite il marque. Et c'est la seule action qu'il met et je pense que c'est parce qu'il joue en mode relaxé parce qu'il se pense hors jeu. Et au final, on voit qu'il est hors jeu de pas grand chose. D'ailleurs, j'ai pas bien revu avec la VAR parce qu'il y a Ouais, des gens c'est qui parlaient. une épaule. Ouais, une épaule. Et donc moi je me dis peut-être que vu que c'est la seule action qu'il a mise, il y a peut-être un petit problème psychologique, on va dire, mais rien de grave. Ouais, voilà, je me dis, c'est une passe, on va dire, c'est une phase comme ça, mais j'ai aucune inquiétude sur le fait que ça va aller. Le problème, c'est que ça arrive au moment où on joue des adversaires avec qui on est en concurrence. C'est là où ça m'embête. Euh, Lyon et Rennes, quand on regarde nos 2 matchs, on doit faire 6 points sur 6. On est d'accord, on est tous d'accord qu'on doit faire 6 points sur 6. Au final, on n'en ressort qu'avec un seul. Mm. Ce différentiel de 5 points, il peut faire très mal en fin de saison parce qu'on voit que le niveau est assez équitable. Marseille a été surperformé, au final, il sous-performe maintenant, on va dire. Enfin, je pense que cette Ligue 1, à part Paris qui est devant, va être très jouée sur la deuxième partie de saison. Et ces 5 points, ils peuvent nous faire très mal. On peut les regretter. Pas Comme on peut d'inquiétude? regretter, comme on peut regretter quelques points en tout début de saison aussi, hein. Contre Mmh. Lorient, le point qu'on perd, enfin voilà, c'est tout ça. C'est juste que cette inefficacité, elle peut nous faire mal en fin de saison. C'est juste ça. Sinon, sur le reste, tout est presque parfait, hein.
Pas d'inquiétude pour la suite après la Coupe du Non. Monde, sauf le dernier match contre Angers, mais après cette Coupe du Monde, voilà, Bah justement, pour moi, marquer plus de buts et être tueur, quoi, vraiment tueur. bah, ouais, et ça, il va falloir voir. Et j'ai essayé. C'est une question que je me suis énormément posée ce week-end. Je me demande comment les clubs vont gérer cette phase Coupe du Monde. Parce que Mm. ça aussi, c'est comme une trêve, comme une trêve estivale. Je ne sais Mm. pas si des vacances vont être données. Et On tout va en ça, parler. On ça va en peut parler faire justement. quelque chose, justement. Ça peut influencer le jeu, quoi. Le jeu. Ça peut On va influencer le en, jeu. On va en parler juste après un petit passage sur le Twitch. On a Dolpecan, le plus actif ce soir, qui nous dit, en parlant de Jonathan David, qu'il n'a jamais été un vrai neuf. Il est très bon, mais un peu surcoté. C'est pas un tueur, en tout cas. Ce sera pas un Erling Haaland, hein, par exemple, de Manchester City. Et il nous dit également Dolpecan, le risque en ne faisant jamais jouer Bayo, c'est que le jour où on a besoin de lui, il a zéro repère en match. Ça, c'est forcément un gros risque, hein, surtout pour Bayeux qui a un peu l'air d'avoir besoin de ses repères, de ses habitudes avec ses coéquipiers. Il a fait une entrée notamment, je crois que c'était à Marseille, où il était totalement hors du coup, hors de rythme. Donc c'est sûr que sans le faire jouer, ça va être compliqué d'avoir un vrai numéro 9 super sub pour le LOSC dans la deuxième partie de saison. Ok les gars, on passe à cette Coupe du Monde, justement, t'en parlais Félix, cette trêve-là qui arrive dès la semaine prochaine, après le dernier match. Le LOSC recevra Angers. Coupe du Monde au Qatar qui démarre dans 2 petites semaines. Le LOSC est forcément concerné, hein, avec quelques internationaux pardon, qui risquent de partir au Qatar. On va en parler, on va faire un petit point d'abord sur eux. En défense, d'abord pour commencer, c'est une spéciale Portugal avec Thiago Diallo, José Fonte qui sont déjà présélectionnés. Est-ce qu'on peut dire que Diallo, il risque fortement d'y aller? Fonte, il part peut-être avec un peu plus de retard. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. La tendance sur les derniers rassemblements portugais, c'est Thiago Diallo qui commence pas à s'imposer, hein, mais à rentrer de plus en plus dans le groupe et José justement à en sortir et à pallier les absences quand il y a des absences en défense portugaise. Mais a priori, Diallo devrait y être. José Fonte, ça sera en fonction de aussi combien prend Santos, combien prend de joueurs entre 23 et 26. Ça peut aussi laisser une place pour Fonte. Pareil, Clément, t'es d'accord avec ça? Ah, on a perdu Le Clément? micro coupé, Clément. Ouais, désolé. Ouais, bah après, il reste quand même 2 semaines avant la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. C'est ça, deux Ouais. semaines, ouais. Il reste le temps de se blesser, mais je pense que Diallo, il a une longueur d'avance sur Fonte. Oui, oui. C'est Et pour sûr. tout le monde, hein, c'est normal. Hein, entre un jeune comme Diallo, mais j'ai pas son âge, et face à Fonte qui est en fin de carrière, c'est assez normal, quoi. Ouais, c'est sûr. Au milieu, on n'aura pas André Gomes, hein, qui n'a pas été présélectionné avec le Portugal. Le sélectionneur Santos qui a fait une présélection de 55 joueurs. Il n'est pas dans la présélection, donc pas d'André Gomes. Le Portugal qui affrontera le Ghana, puis l'Uruguay et enfin la Corée du Sud en phase de groupe. Donc ce sera le programme pour le Portugal. On en a un autre, hein, forcément. C'est Jonathan David, les gars qui, lui, sauf pépin, sauf blessure ou sauf catastrophe, sera aussi présent avec le Canada. Et Ouais, ça sera même le leader d'attaque du Canada. c'est une star, hein. C'est une star au Canada. Et Avec Ouais, Davis. ouais, voilà, ça joue bien avec Davis. Et ils vont jouer, si je me trompe pas, je suis en train de reprendre le ouais, calendrier, je ils vont jouer l'ai. nos amis belges. Belge, Croatie et le Maroc. Est-ce que pour vous, d'ailleurs, le Canada a une chance de passer là? Bon, forcément, on ne connaît pas les joueurs. Est-ce que pour vous, ils sont peut-être au niveau du Maroc, mais ça peut peut-être le faire contre la Croatie? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? L'avantage qu'a le Canada, c'est qu'on ne les connaît pas trop. Je trouve que c'est un avantage, ça, de ne pas trop connaître. C'est pas un adversaire qu'on a l'habitude de jouer, pour les pays européens, je parle. Donc la Croatie, le Canada peut ressembler au match piège.
comme le Maroc peut l'être également, hein. Donc, ils ont cet avantage-là. Après, c'est sûr qu'en termes de joueurs, intrinsèquement, la Belgique et la Croatie semblent quand même assez au-dessus. Hmm. Mm. Les Canadiens, Ok. ils miseront peut-être sur leur force collective et moins C'est sur ça, les individualités que le Maroc et la Belgique. c'est ça. Et Ouais. après, Mais ils partent, c'est sûr, ça... avec une longueur de retard, notamment au niveau expérience. Pas vraiment de grande compétition pour Ouais, les Canadiens. on les voit rarement en Coupe du Monde, hein. Hmm. On les voit C'est rarement en clair. Coupe du Monde. Ouais, je crois que c'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, qui sont en Coupe du Monde avec une petite crise qui avait secoué la fédération, une crise des maillots, qui avait obligé les joueurs à faire grève pendant quelques jours. Ça devrait sûrement aller mieux pour la Coupe du Monde. C'était au niveau des maillots. Le Canada était l'une des seules nations à ne pas avoir eu un maillot spécial Coupe du Monde et ça avait créé un peu des secousses dans l'équipe. Les gars, je voulais vous poser une question. Deuxième Donc, c'est participation, hein, pour le Canada. Deuxième, après deuxième, 86. deuxième participation. Merci Félix. Je l'ai entendu là il y a quelques jours sur RMC. Alors, je pense que c'était pas forcément quelque chose de très sérieux ni de très premier degré. On a quand même l'ancien gardien d'Auxerre, Lionel Charbonnier, qui parlait de Lucas Chevalier dans une potentielle sélection pour les gardiens français. Pour vous, c'est un peu utopique tout ça? Ah bah complètement, complètement. Il a 7 matchs de Ligue 1, faut... Je l'adore et j'espère qu'il sera numéro 1 un jour dans sa carrière, qu'il sera un jour en équipe de France. Mais quand on regarde tous ceux qu'il y a devant, c'est pas possible. Il en faut que 3. C'est impossible. J'y avais même pas pensé d'ailleurs. Ouais, j'ai entendu ça. Je me suis dit, bon, ça me paraît bizarre quand même, Clément, t'y mais crois, bon. toi? En classe, on a dû faire notre liste pour la Coupe du Monde. Je l'ai mis dans ma liste. Mais, mais, mais ce serait un manque de respect par rapport à Meslier, Lafont, Areola qui font des bonnes performances Ah depuis oui, déjà des années. Donc bah évidemment oui. que non. Ok, ok. Et pour les autres, justement, t'en parlais il y a quelques minutes, Félix. Bizarre un peu l'ambiance de trêve de milieu de saison comme ça. Il va y avoir des amicaux, hein. Rennes a déjà prévu ses matchs amicaux. Ils vont notamment jouer le Celtic Glasgow. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour nos Lillois? Donc, le programme devrait être communiqué bientôt. Je pense qu'on peut s'attendre à quelques jours de vacances. Puis après, ça va revenir progressivement en entraînement avec un groupe qui, au final, ben, sera pas si décimé que ça, hein, avec seulement 3-4 joueurs à la Coupe du Monde. Les autres nations, je suis pas certain qu'elles prévoient des amicaux. Je pense que ce sera un peu une période de creuse avant de reprendre les amicaux peut-être en décembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, enfin, c'est vraiment quelque chose que je me suis posé ce week-end. Je me suis dit, mais comment ils vont gérer ça? Parce que c'est vraiment pas facile à gérer un groupe, on va dire, amoindri euh, pendant une période où il n'y a pas de match. Mais en même temps, on est en pleine saison, donc c'est assez inédit. Donc voilà, et on ne peut pas s'appuyer sur un ancien modèle parce que c'est la première fois que ça se passe comme ça. Donc je me demande vraiment et je suis curieux de comment va gérer ça Fonseca. Moi, je me suis un peu mis à sa place ce week-end. Je me suis dit, mais combien de temps on leur donne de vacances? Une semaine? 2 semaines? 2 semaines, ça fait peut-être beaucoup. Est-ce qu'on se positionne sur 10 jours? Enfin, c'est vraiment toute une réflexion qui est assez particulière. Mais le truc sur lequel je suis assez sûr, c'est qu'il faut vraiment des matchs amicaux. Je suis sûr qu'il y en a certains qui vont même pas en faire, sûrement, ou ils vont se contenter de jouer à réserve ou un truc comme ça au sein du club. Mais moi, je pense que les équipes de Ligue 1 doivent s'entendre pour, entre guillemets, faire un mini championnat pendant, bon, c'est sûrement trop tard, hein, mais pendant cette Coupe du Monde, pour essayer de garder le rythme et garder, entre guillemets, l'adversité qui est la nôtre. Parce qu'aller jouer des clubs adverses, c'est pas le même jeu et tout ça, je suis pas certain. Je pense que la meilleure méthode, ça serait de jouer, par exemple, Rennes hier, qui s'entendent pour faire un match, je sais pas, le deuxième week-end de la Coupe du Monde. Enfin, j'en sais rien. C'est ce que je me dis. C'est une gestion vraiment très particulière et j'ai hâte de voir comment le LOSC notamment va gérer ça. Parce que ça peut faire des très gros écarts en reprise de compétition. Bah, déjà, les vacances lilloises, elles avaient été mis en jeu, on va dire, avec le coach. Je crois qu'ils vont pas en avoir beaucoup, hein. Parce Ah que ouais? 1 point, 2 matchs pour l'instant. Bah, Fonseca, il avait dit on a un petit défi entre nous.
On verra votre nombre de points d'ici Angers, et au plus vous aurez de points, au plus vous aurez de jours de vacances. Pour Ok, l'instant, j'avais pas entendu ça. ça fait 1 en 2 matchs, il reste Angers, mais moi je pense que c'est une nouvelle saison qui va redémarrer. Ouais. Ça va être, comme si c'était une trêve, estivale, et tant mieux, on va dire, ça va peut-être, freiner les ardeurs, lensoises. Ouais, non, c'est sûr, il y aura des perdants et des gagnants, hein, ça c'est sûr. Mais moi, je vois vraiment ça comme un flou. Je vois vraiment pas comment ça va se passer. On reprend même tout de suite après la finale, hein. C'est une semaine Ouais, après, c'est ça. il Même y a pas, match, hein, hein. ouais, une petite semaine, ouais, c'est ça. Une petite semaine, ouais, c'est Une sorte ça. de Boxing Boxing Day, Day, voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. Nous, on a nos têtes au stade le 1er janvier, ça va faire bizarre aussi même pour nous, hein. Mmh. Ouais. Ça va être C'est à l'anglaise, à l'anglaise. Ouais, enfin, il y a énormément de flou et vraiment, pour ma part, beaucoup d'excitation de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je demande pas à ce qu'il y ait des coupes du monde en hiver tout le temps, mais j'ai hâte de voir comment tous les clubs de Ligue 1 vont gérer ça de manière sûrement très différente d'un club à un autre. Mais ça va être intéressant parce que là, le coach, je pense qu'il a vraiment beaucoup de travail. Il y a pas un risque d'essoufflement justement? De voilà, d'après coupe du monde, de reprendre comme ça? Pas un risque de voir des joueurs un peu en dilettante, Bah si! après cette Ouais. effervescence un peu mondiale, quoi? Ah si, justement, ouais. Si, ça c'est le gros risque, là, ça joue, toutes les semaines, tous les 3 jours pour ceux qui sont en coupe d'Europe, ils ont un sacré rythme. Je prends un Nantes qui a quand même peu de joueurs, on va dire, qui vont partir à la coupe du monde. Ça va faire bizarre dans les jambes, hein. Ils vont avoir des fourmis, hein, de pas jouer alors, qu'ils ont joué tous les 3 jours depuis septembre, Mmh. à enchaîner les matchs de Ligue Europa, les déplacements, les matchs de Ligue 1. Enfin, nous, entre guillemets, on a cette chance-là de ne jouer qu'une seule fois par semaine et voilà, donc ça va bien sûr, ça va changer, mais on a moins de matchs que les autres, mais ceux qui jouent tous les 3 jours, je me demande vraiment comment ça va se passer. Mais c'est ce que c'est vraiment une gestion très particulière. Mmh. À noter que les clubs seront indemnisés, hein, pendant cette coupe du monde. Les clubs, qui ont des joueurs qui participent à cette compétition, chaque équipe recevra à peu près, 10 200 € par jour de mise à disposition d'un de ces joueurs. Donc, on va pas forcément sortir les calculettes pour le LOSC, hein, mais ça signifie, voilà, quand même, quelques centaines de milliers d'euros, dans les caisses. Bon, c'est quelque chose qui se prend aussi quand même. C'est un Ouais, c'est système sûr. qui existe depuis 2010, hein, qui avait aussi été mis en place pendant la coupe du monde en Russie. Dernier mot avec toi, Clément, toi, est-ce que tu es inquiet sur cette reprise, voilà, un peu particulière pour le LOSC, post-coupe du monde avec 3 matchs en l'espace de quelques jours? Tu penses que la machine va redémarrer, assez facilement, ou ça risque d'être dur, surtout en plein hiver? Ouais, j'ai confiance en le staff, de Fonseca, et moi, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de joueurs, susceptibles d'aller à la coupe du monde, à part, David Diallo. Ouais, On Weah, on a parlé un peu d'Ismaïli, mais au final, Ils seront pas en coupe du monde, les États-Unis, hein, Félix. si, si, si. Ah si? ouais, si, ouais, Si, ils si, sont, si, les États-Unis, ils sont, hein. OK, autant pour moi alors. J'ai et mal donc il y lu aura tout à Je l'heure. pas beaucoup de joueurs concernés par cette, coupe du monde, et beaucoup de joueurs focus sur la reprise, je pense, et le fait de bien jouer, ça permet aussi de motiver tout le monde, de se dire, «Putain, on joue bien», ça fait je pense que les joueurs doivent prendre du plaisir, et ils vont avoir hâte de reprendre, même si c'est pendant les fêtes et pendant l'hiver. Ouais, autant pour moi, ça joue le Pays de Galles, Ah oui. l'Angleterre et l'Iran. OK, bah, Ah, on a zappé Timothy Weah alors, ouais, monsieur. bah, ouais. Timothy Timothy Weah Weah qui qui là revient bien, qui peut postuler clairement à un poste ah de oui, titulaire avec cette équipe. oui, Ouais. je pense bien qu'il sera titulaire, avec, les États-Unis dans un groupe très anglophone avec, Pays de Galles, Angleterre, donc c'est des nations qui se connaissent plutôt bien. Donc ouais, ouais, ça va être intéressant pour Weah, c'est comme un peu le Canada, hein, c'est le même type d'équipe et qui a aussi peu de fois joué la Coupe du Monde, hein, donc c'est enfin un peu plus que le Canada bien sûr, mais bon, ça reste pas une équipe très comment dire, très typique de football.
Donc Ouais. c'est bien de les voir. On a l'impression qu'ils élèvent leur niveau, je trouve, ces derniers temps. Donc ça peut être un bon groupe avec l'Iran, le Pays de Galles. Je pense ils peuvent faire des beaux matchs face à eux. Ça Et sera à UEFA peut suivre. tirer son épingle du jeu. Ça sera à suivre, hein. Les États-Unis, le Canada, le Portugal, on aura un œil, hein, sur ces équipes qui auront des Lillois pendant la Coupe du Monde. Un petit dernier message sur le Twitch avant de tous vous laisser. De tous bas qui nous dit: la trêve Coupe du Monde peut faire basculer toute la Ligue 1. Les équipes en forme maintenant peuvent ne pas retrouver de rythme. C'est une nouvelle saison qui commencera en 2023. Ça, ce sera bien sûr dans tout ce qui nous intéresse pour parler de foot, de LOSC en 2023, et on en parlera encore tous ensemble dans La Voix des Lillois. On vous remercie d'avoir été avec nous ce soir, c'est la fin de cette émission. Épisode numéro 30, ce soir avant le dernier match à domicile de l'année 2022 à Pierre-Mauroy. Ce sera contre Angers dimanche à 15h. Merci beaucoup les gars, Clément et Félix, pour votre présence ce soir. Un Merci à grand toi, merci Rémi. à Pierre qui a été en charge de la réalisation de cette émission. On s'excuse, hein, pour les petits soucis techniques. Il y a 45 minutes, on avait des petits soucis pour lancer l'émission, mais on a pu la faire et on vous remercie d'avoir encore été avec nous ce soir. On se donne rendez-vous en 2023. Pas d'émission en décembre, hein, parce que ce sera la Coupe du Monde. On sera tous derrière l'équipe de France pour basculer dans cette deuxième partie de saison. Ce sera Clermont d'abord et puis Reims le 1er janvier à domicile. Des matchs assez abordables. On espère que le LOSC repartira fort en cette deuxième partie de saison. Encore un grand merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous donc dans un peu moins de 2 mois. D'ici là, bonne soirée à tous et allez le LOSC. Allez, le LOSC. Bonne soirée.